Quand je dis il y a la guerre au sud du Liban, c'est vraiment sur une bande, qui fait, entre 5 et 10 kilomètres. Donc la guerre vient pas jusqu'à Tyr, mais à Tyr, ils entendent les bombardements, Hmm. parfois selon où ils sont et selon sur les villages sur lesquels ils sont. Donc c'est une ville qui est proche de la guerre. Comme ils ont bombardé, Israël a bombardé des ponts et des routes, ils ont fait un blocus sur Tyr et les gens pouvaient plus quitter la ville. Donc il y a ce traumatisme, donc il y a des gens qui ont quitté Tyr et ceux qui sont sur place, c'est vraiment ceux qui se disent: «Bon, bah, on verra bien» et en même temps, il y en a J'attends qui les sont bombes, prêts à quoi. partir. Ouais, voilà, il y en a qui sont prêts à partir, qu'on leur sac dans la voiture. Encore une fois, il y a aussi ce truc de l'aéroport, de si on entre en guerre, il y a plus d'aéroport potentiellement, donc comment on part? Moi, j'ai tendance à dire que plus le temps passe, moins il y a de chances, espérons que ça sombre dans une guerre totale. J'ai envie de croire en ça, mais je pense que là, à ce stade, personne ne sait vraiment, quoi. Pour écouter l'intégralité des lives, rendez-vous sur ma chaîne Twitch AutomJ et abonne-toi si tu ne veux rien rater de mes streams 2 à 3 soirs par semaine. Anaïs Renevier, donc je suis très content que tu aies accepté mon invitation. On va parler de plusieurs de tes articles. Alors là, c'est tout chaud encore, y compris émotionnellement pour toi. T'en reviens tout juste hein, du Liban. Euh, là, t'es en France depuis combien de temps? Je suis rentrée il y a une semaine. Une T'es petite rentré il semaine, y a ouais. une semaine, ouais. Et t'as passé un mois? 2 s Non. Là, 2 semaines cette fois-ci. Après, j'ai habité dans le passé, au Liban 3 ans, Hmm. donc c'est un pays que je connais bien, mais là, ouais, c'est 2 semaines, mais qui ont paru, durer 3 mois tellement ça a été intense. Ah ouais, bon bah tu vas nous raconter tout ça. Euh, bon, bah effectivement, tu t'es trouvé un peu at the right time, at the right place. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi là c'était important de faire du reportage au Liban? Voilà, on parle beaucoup de nouveaux fronts possibles dans le conflit israélo-palestinien. Est-ce que tu peux nous mettre à jour là-dessus? Ouais. Bah, c'était pas prévu, en fait, mon séjour au Liban, pas du tout. En fait, en gros, bah, ça fait pile un mois, qui est le début, du du conflit Hamas-Israël, le 7 octobre dernier. Et moi, j'ai suivi ça de près parce que forcément, je m'intéresse à ce qui se passe dans la région et j'ai suivi aussi les répercussions au Liban. Et en gros, donc, je sais pas à quel point je dois réexpliquer ou pas, mais le Liban est voisin d'Israël. Hmm. Donc ils sont frontaliers, donc il y a Gaza au sud, et puis le Liban, c'est au nord. Et au Liban, il y a le Hezbollah qui est à la fois un parti politique et qui a une branche armée, Hmm. heu, qui est, l'ennemi, juré d'Israël, qui a, en fait, en Presque gros, il au y a un même titre que le Hamas, on peut dire. ouais, 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 voilà, enfin, c'est un fonctionnement, différent, c'est Différent, des ouais. dynamiques différentes. Mais ils sont alliés en tout cas, le Hamas et le Hezbollah. Après c'est différent leur implantation Hmm. et voilà, heu, mais le Hezbollah a aussi un fort poids politique dans la vie Oui. libanaise. Ouais, enfin ils sont au parlement, Hmm. ils ont des ministres et cetera. Et dès le 7 en fait ou le 8, il y a eu tout de suite des échanges en fait de tirs au C'est vrai. sud entre, donc des miliciens du Hezbollah et l'armée israélienne. Et toute la question pendant un mois et même encore aujourd'hui, mais bon là, a priori, ça s'est pas tassé au sud, mais Mhm. la question c'était est-ce qu'il va y avoir une guerre globale en fait? Qui va s'étendre et c'est toujours encore possible et qui va s'étendre à tout le pays en fait. Et du coup, bon la réponse est un peu longue, mais moi j'ai eu ce besoin, comme c'est un pays, pour lequel j'ai beaucoup d'attachement et que je couvre régulièrement, j'ai eu ce besoin à un moment donné de me dire: «Je pars sur place» Hmm. pour comprendre ce qui se passe, comment se sentent les gens, voilà, sentir un petit peu l'atmosphère. Il y avait aussi, enfin, en plus, j'avais mes potes sur place, journalistes libanais, qui me disaient, «Mais si tu viens pas, demain, ça se trouve dans 2 jours, il y Ouais. aura plus d'aéroport». Parce que, en gros, Israël, quand bah, ils ont eu une guerre en 2006 avec le Liban, le 1er truc qu'ils ont bombardé, c'est l'aéroport. Donc j'avais en plus ce truc de me dire: «Attends, si ça se trouve, tu pourras plus rentrer dans le Hmm. pays». Voilà, ça s'est fait un peu précipitamment et je suis partie sur place. Donc, juste pour rappeler très brièvement, cette guerre en 2006, donc une guerre de 30 jours,
dont on dit Mm. que le Hezbollah a été plus ou moins victorieux. Ouais, c'est une guerre qui a opposé justement le Hezbollah et l'armée israélienne, donc pas l'armée libanaise, c'est ça qui est... Voilà, mais au bout d'un moment, le Liban est quand même entré officiellement en guerre, parce que tant que c'est le Hezbollah qui se bat, le Liban n'est pas officiellement Hmm, en guerre. Voilà, et c'est une guerre qui a duré 33 jours et où le Hezbollah a montré sa frappe, sa sa force de puissance en fait, frappe, ouais. Ouais. et a gagné sa force de frappe, mais qui est une guerre qui a aussi beaucoup traumatisé, Hmm, euh, enfin côté libanais, moi le côté que je couvre et que je connais, c'est le Liban. hmm. Ça a évidemment été traumatique aussi pour les Israéliens, mais voilà, côté libanais, parce que justement, il y a eu ce truc en 24 heures, Israël a bombardé les ponts, toutes les infrastructures, l'aéroport, enfin, ils n'ont pas Il y a juste eu combien bombardé. de morts, tu te rappelles? Je sais plus, je pense que je t'avoue que j'ai pas le Ok. chiffre. Ouais, Hmm. je voudrais pas te dire une bêtise, D'accord, mais c'est pas grave. Et je suppose que cette guerre gagnée, cette victoire-là, a dû apporter du crédit au Hezbollah aussi, auprès de la population libanaise. Comment s'articule entre les deux? ouais, ben, l'effet post-guerre 2006, c'est que le Hezbollah a eu un regain de popularité, notamment au sud du pays, où ils ont aidé à reconstruire les maisons qui avaient été détruites. Enfin voilà, parce qu'ils ont aussi, le Hezbollah a aussi tout un système d'aide sociale, en fait, pour la population chiite au Liban. Hmm, Donc, ouais, ils ont regagné un peu, voilà, ils ont été un peu valorisés au sein d'une partie de la population libanaise, pas toute, hmm. hein, après ces années. Et ils ont commencé à perdre un peu de leur superbe politiquement à partir de 2011 et de leur implication dans le conflit syrien. Donc là, c'est encore Oui. une autre dynamique dans Donc la ils région. ont notamment aidé le régime de Bachar el-Assad Ouais. dans ses bases œuvres, on va dire. Ils sont alliés d'Assad, ils sont alliés de l'Iran. Ouais. Et il y a une partie de la population libanaise qui soutient le Hezbollah et qui pense que, notamment au sud, hein, encore une fois, et qui Mhm. pense que c'est important pour défendre la frontière sud libanaise, puisque l'armée libanaise, elle a vraiment pas de moyens. Donc, c'est clairement pas l'armée libanaise qui peut défendre Hmm. face à Israël. Et puis, il y a une autre partie de la population libanaise qui dit c'est un État dans l'État. C'est pas à eux de décider pour tout le Liban si on rentre en guerre ou pas. Voilà, donc il y a voilà, forcément un rapport un petit peu complexe Hmm. avec, avec ce parti milice Et alors bon, dans le pays. on va pas évidemment faire toute la géopolitique du Liban, etc. Mais quand même pour qu'on comprenne bien, donc tu disais qu'il y avait voilà un système social pour la population chiite. Au Liban, c'est compliqué. Il y a voilà, c'est régime multiconfessionnel, plusieurs types de populations. Euh, donc ça veut dire quoi? C'est que le Hezbollah s'est occupé d'une partie de la population, c'est ça? Comment ça? Ouais. Bah, le Hezbollah, c'est un parti chiite. Ouais, Et en fait, le Liban fonctionne de toute façon sur des partis politiques qui s'occupent de leur population. d'accord. Et donc, et c'est des partis politiques souvent confessionnels. Donc chaque parti politique va sur une forme de clientélisme en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une révolution en 2019 et qu'ils n'arrivent pas à faire partir. C'est une des raisons pour lesquelles les politiciens libanais restent, Hmm, hein, c'est qu'ils continuent à s'occuper de leur base hmm, électorale, souvent qui fait partie de leur confession. Et donc, il y a un peu une crainte de dire, bah oui, mais si moi, j'élis pas mon politicien qui s'occupe de moi, qui m'aide, ouais. je sais pas, qui va m'aider financièrement ou me donner des aides alimentaires ou je sais pas, enfin, qui va me protéger, bah, est-ce que l'autre va pas avoir plus de pouvoir? Enfin, ça, c'est un des problèmes libanais. Donc, le Hezbollah va aider une partie de la population chiite, mais d'autres partis politiques vont aider d'autres populations. Hmm. C'est compliqué, hein. Et juste donc parmi les confessions représentées très rapidement.
Ouais, alors en pourcentage, je les ai pas exactement parce que je crois qu'il y a pas de recensement récent, mais il y a, une partie de la enfin, dans les majorités, il y a des chiites, des musulmans chiites, il y a des musulmans sunnites, il y a des chrétiens. Alors là, il y a différentes, confessions chrétiennes. Il y a des maronites, grecs orthodoxes et cetera. Wow. Il y a des druzes aussi qui ont une représentation politique. Je crois que le chiffre officiel, c'est 18 religions différentes au Liban. C'est Alors, fou, hein. elles sont pas toutes, elles sont pas toutes autant, représentées et si importantes, mais ouais, Dans un si déjà petit pays, dans en les plus. populations chrétiennes, il doit y en avoir une dizaine différentes. Arméniens catholiques, grecs Ouais. catholiques, grecs orthodoxes, enfin, il y a tout un voilà. Et après sunnites, chiites et druzes Je trouve principalement. qu'en termes de diversité, c'est presque un pays unique au monde. Sur Mmh. un si petit territoire, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, ouais, Peut-être l'Afghanistan aussi, il y a beaucoup de... Mais enfin, le mmh, Liban, c'est tout mmh. petit, quoi. C'est sûr, Je sais pas si on peut le c'est sûr. comparer, je sais pas, par rapport à la Corse, t'as une idée un peu? Mais pas la taille de la je sais que le Liban fait 10 452 km² très exactement. Waouh! Oh, ça, par contre, c'est exact comme chiffre. Là, tu m'impressionnes. C'est parce il revient souvent en fait, il est utilisé, Ah oui, oui, je ouais. comprends. C'est un symbole en fait du Liban, Un marronnier 10 452. journalistique. Voilà. Et il fait 200, je dirais qu'il fait 200 km de long et 80 de large, plus ou moins. Donc, ça fait quoi? Ça fait un département. Ouais, 200 km de long, non, ça fait pas un département, mais c'est pas bien grand. Ouais, Par oui, rapport à la ouais, ouais. Corse, plus petit que à mon avis, c'est plus petit que la Corse. Hein. Ouais, c'est vraiment rikiki. Bon, alors là, je viens à l'instant de faire une manip que je comprends pas moi-même. Alors, ce que je te propose de faire, c'est que là, on Ouais, a 2 minutes avant que la réunion prenne fin. Donc, pour pas prendre le risque d'être coupé en pleine phrase, on va passer au deuxième lien, ouais, si tu le veux bien. ça marche, On se retrouve tout de ça marche. suite. Ok. À tout. Hop, tac. Alors. Alors, que se passe-t-il? Tac, tac, tac. Tu m'entends? Hop, C'est bon, j'ai remis le micro. hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Je vais te recadrer. Alors là, t'es en trop grand. C'est les joies du stream. Tiens, pendant ce temps-là, donc le lieu de ton reportage, c'est à Tyr. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve cette ville et pourquoi le choix de cette ville-là? Et juste pour info, entre-temps, j'ai vérifié, la Corse est plus petite que le Liban. Ah, d'accord. Ouais. Donc, désolé pour nos amis corses. Mais pas tellement plus petite, mais on est sur des superficies similaires. Tyr, c'est une ville qui est à 20 km de la frontière israélienne. C'est la dernière grande ville sur la côte avant. En fait, après, quand on descend la côte du Liban, il y a encore des villages qui sont frontaliers à Israël, mais c'est la dernière grande ville. C'est une ville à majorité chiite, mais il y a aussi une population chrétienne, il y a aussi des Palestiniens, les Palestiniens qui sont principalement sunnites. Voilà, parce Hmm, que au Liban, il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui ont fui pendant la Nakba en 1948. hmm. Ils se sont réfugiés au Liban après. Voilà, donc, c'est donc quand je dis il y a la guerre au sud du Liban, c'est vraiment sur une bande qui fait entre 5 et 10 kilomètres. Donc la guerre vient pas jusqu'à Tyr, mais à Tyr, ils entendent les bombardements, Hmm. parfois selon où ils sont et selon sur les villages sur lesquels ils sont. Donc c'est voilà, c'est une ville qui est proche de la guerre, mais qui est pas affectée directement par la guerre en ce moment.
D'accord. Donc là, je montre une image, hein, pour le reportage pour la vie. Alors, tu as fait un reportage pour la vie et pour Society sur un angle similaire, hein, qui est l'attente insoutenable de la guerre. Alors là, je montre la photo. On est devant le port de pêche avec Anna, Alani et Rafi qui se préparent à partir en mer pour pêcher. Voilà, tu as voulu capter l'ambiance. Est-ce que tu peux Mm. me décrire cette ambiance? Mm. Bah, Tyr, c'est une ville qui est assez tranquille en fait globalement par rapport à Beyrouth, qui est une capitale qui est plus agitée, Mhm. etc. Mais là, en fait, j'y suis allée 2 fois parce que j'y suis allée une fois pour Society et je suis retournée quelques jours après pour la vie. La vie, je me suis concentrée uniquement sur le quartier chrétien, donc à côté du port. D'accord. Euh, et l'ambiance, bah, c'était très calme en fait, c'était très vide. C'était très, mais en même temps, ceux qui restent, c'est un peu ceux qui, en fait, parce qu'il y en a qui sont, en tout cas quand j'y étais, qui avaient quitté Tyr dans la crainte qu'il y ait un bombardement. Encore une fois, avec le traumatisme de 2006, parce qu'en 2006, le Hmm. premier truc, comme ils ont bombardé, Israël a bombardé des ponts et des routes, ils ont fait un blocus sur Tyr et les gens ne pouvaient plus quitter la ville. Donc il y a ce traumatisme, donc il y a des gens qui ont quitté Tyr et ceux qui sont sur place, c'est vraiment ceux qui se disent bon bah on verra bien et en même temps il y en a J'attends qui les sont bombes. prêts à partir. Ouais, voilà, il y en a qui sont prêts à partir, qu'on leur sac dans la voiture. Donc l'ambiance c'était à la fois c'était vide, il y avait un truc un peu très calme. Et en même temps, je déteste cette expression journalistique, mais c'était Le vraiment le calme calme, avant la tempête. ouais, le calme précaire en fait. C'est-à-dire que c'est calme, mais en même temps, on ne sait pas trop Ouais. et c'est tendu. Et il y a un peu de ça. Et c'était à travers tout le pays d'ailleurs. En tout cas, quand j'y étais, là, la pression, elle est un peu retombée. Mais c'était un peu de se dire, bah, j'ai mes affaires qui sont faites. J'ai un sac que je peux attraper avec mes Ouais, ça c'est affaires. Pour fou ceux qui ça. ont un double passeport, ils l'avaient constamment sur eux. Ouais. Parce que encore une fois, en 2006, ils ont pu évacuer les Français, enfin ceux qui avaient d'autres nationalités, euh, sur des bateaux militaires. Donc il y a un peu ce truc de dire, et puis encore une fois, il y a aussi ce truc de l'aéroport, de si on entre en guerre, il n'y a plus d'aéroport potentiellement. Donc comment on part? Donc ouais, il y a une angoisse en fait. Et en même temps, en tout cas, à Tyr, pour ceux qui ont décidé de rester au moment où j'y étais, une sorte de tranquillité, bah, Oui, voilà, on s'en remet au destin et puis Dieu nous il y aidera, a quoi. il y a cette femme âgée là dont je me souviens en fin de ton article pour la vie, ça m'avait vraiment, ouais, ça m'avait fait quelque chose, voilà. Tu le décris bien en buvant sa gorgée de café, en regardant l'horizon un peu, voilà. Et elle dit, voilà, ma maison est ici, je ne veux pas partir. Et en fait, c'est ça, c'est comment dire, c'est imparable comme argument aussi. On la comprend. Ouais, bah, Elle a c'est une vécu tant de octogénaire. choses. Ouais, c'est une octogénaire. Elle a vécu tous les conflits qui ont touché Tyr. Enfin, c'est-à-dire, il y a eu des bombardements israéliens pendant la guerre civile sur Tyr, sur le quartier chrétien. 2006, il y a eu à nouveau des bombardements sur Tyr israéliens, mais dans une autre partie de la ville, mais elle les voyait depuis là où elle prend son café. Elle a sa maison qui est là, et en plus, elle n'a pas de famille. Et c'est ça aussi, il y a aussi ça que j'ai essayé de raconter. C'est qu'en fait, il y en a qui n'ont pas les moyens de partir. Parce que le Oui. Liban est plongé dans une crise Hmm. économique dramatique depuis plusieurs années. Et donc, même juste de se dire, je paye un ticket de bus pour aller à Beyrouth, et après, je loge où, en fait? Si j'ai pas de famille pour m'héberger, et c'est un peu le cas de Soraya, je pense. À la fois, il y a ce truc de dire de toute façon, ma maison est là. Et d'ailleurs, il y a plein de grands-mères ou même des grands-mères de potes à moi qui ont fait la même chose, qui restent quoi qu'il arrive et qui veulent C'est pas horrible. bouger. Mais voilà, il y a ce côté, ma maison est là. Et chez Soraya, il y a aussi ce truc de dire, bah, en fait, de toute façon, j'irai où? Elle n'a pas de famille. Elle n'a pas de logement. Il y a des personnes qui ont plusieurs appartements, en fait, des Libanais qui ont Hmm. une maison de famille à la campagne, etc., enfin à la montagne. Elle n'a pas ça, en fait. Donc, ouais, elle est résignée. Euh, Hmm. c'est. Donc le contexte économique, c'est quand même quelque chose qui a changé la donne depuis les derniers conflits. Là, je crois que c'est quoi? C'est la moitié du pays pauvre, enfin, sous le seuil de pauvreté. Je sais pas quel est le seuil d'ailleurs, mais
Je sais plus, mais les derniers chiffres que j'avais vus, c'était peut-être même plus que la moitié. Mais Plus que la ouais, moitié, ouais. ouais. Alors, dans tous les cas, il y a toujours eu des gens qui n'avaient pas les moyens, hein, Ouais. même dans le conflit, qui pouvaient pas forcément se permettre de bouger. Mais là, ouais, ça atteint des proportions. Enfin, la crise économique. Pareil, pour revenir là-dessus, c'est en gros, pendant des années, des politiciens, avec la complicité de la Banque du Liban, etc., qui ont détourné en fait l'argent Hmm. des Libanais, les épargnes des Libanais qui étaient mises en, en gros, ils envoyaient des dollars, notamment les Libanais de l'étranger, à la Banque du Liban, enfin à leur banque qui prêtait à la Banque du Liban. Et dans un schéma de pyramide de Ponzi, les caisses ont été vidées jusqu'à ce qu'un jour on dise aux Libanais, en fait, vous ne pouvez plus accéder Oui, à vos votre économies. argent ne vaut plus rien. Donc, il y a toujours eu des Libanais plus pauvres au Liban qui n'auraient Hmm. pas eu les moyens. J'imagine, j'ai pas couvert 2006, j'étais trop jeune, Hmm. mais ça fait plaisir de dire ça. Allez. Mais mince, qu'est-ce que j'ai oui, donc il y a forcément toujours eu des Libanais et puis aussi des Palestiniens les Palestiniens vivent dans une pauvreté extrême au Liban. Ils sont vraiment en marge de la population. Donc Ouais, ça, il y on a va en toujours eu parler, ça. ouais. Mais là, maintenant, il y a un phénomène où la classe moyenne n'existe plus au Liban, en fait. Hmm. Euh, Il y a que les très aisés qui s'en sortent. ouais. Et puis sinon, le reste est quand même dans une misère jamais vue. Toi qui connais le Liban depuis longtemps, pour toi, le pays, il est changé depuis, je sais pas, Ouais, 2, 3 clairement. ans? Ouais. Oui, il a beaucoup changé. Après, il y a quand même ce que je constate, c'est et ça a toujours existé dans le pays, il y a quand même beaucoup de systèmes D qui se mettent en place. C'est-à-dire que Hmm. il y a de la misère, mais c'est pas, les gens entre eux s'entraident. Et le Liban a cette particularité d'avoir plus de gens qui habitent en dehors du Liban, plus de ressortissants. Il doit y avoir, je crois que le nombre de Libanais de la diaspora, c'est 12 à 18 millions. Et le nombre de Libanais au Liban, c'est 4 millions, Ah à oui. peu près. Il n'y a pas de chiffre récent, mais pour donner une idée de la proportion. Et donc, il y a beaucoup de Libanais de la diaspora qui envoient de l'argent Hmm. euh, aussi à leur famille. Donc, c'est difficile de vraiment chiffrer et se rendre compte. Mais oui, oui, le pays, il a changé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Jeunes et moins jeunes, de gens de la classe moyenne Hmm. voilà, qui C'est voient pas d'avenir logique. en fait. Ils ont de la matière grise à exporter, quoi. Donc, Ouais, et qui ne vaut ouais, plus rien, voilà. malheureusement, sur leur sol. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Donc ça a toujours été le drame du Liban, hein. C'est Ouais. un attachement fort à ce pays pour les Libanais et d'ailleurs même pour les gens qui sont de passage. Souvent, on a un attachement très fort à ce pays. Comment on Mais en tout l'explique cas, ça, d'ailleurs? C'est les paysages, c'est quoi? je sais pas, c'est l'énergie, je pense. Il y a une énergie qui est assez unique à Beyrouth. En tout cas, à Beyrouth et même dans tout le pays. Il y a un truc d'assez captivant. On se pose beaucoup la question avec les gens que je connais qui ont ça, cette Mais espèce de virus. pourquoi on est attaché à ce pays? C'est les gens, l'énergie, ouais, la spontanéité, le soleil, il fait beau, il y a la mer, Hmm. je sais pas. Bon, après, ça, c'est mon expérience à moi, mais Mais c'est pour très en revenir. intéressant d'entendre ça. Et puis, c'est très important, je pense aussi. Ouais. Mais bon, moi, j'ai des salaires en euros, j'ai un passeport français, enfin, donc Oui, ça ça n'a ça n'a rien à voir avec ce que bien eux sûr. vivent, mais il y a ce truc de l'attachement au Liban qui est fort et en même temps qu'est-ce que le pays a à offrir, quoi, parce que ils sont traversés crise sur crise. Et moi, Hmm. ce qui m'a vraiment marqué là, lors de ce séjour, c'est un pote à moi qui m'a dit: Anaïs, j'ai 40 ans, je n'ai pas vécu une année de ma vie serein. J'ai 40 ans, je suis libanais, j'ai pas vécu une année de ma vie à pas me dire qu'est-ce qui se passe, quelle Hmm. merde va nous tomber dessus, C'est quel ça. machin. De Il quoi y a sera fait toujours, demain, quoi. il y a toujours un truc, et avec une accélération particulièrement intense ces 3 dernières années, parce qu'il y a quand même eu crise économique, explosion du port de Beyrouth, Ouais. Covid, maintenant cette guerre au sud. Euh, et voilà, il a résumé, je pense que beaucoup ressentent, quoi. Hmm. Et ça s'arrête jamais, en fait. Hmm. Donc là, ce que tu racontes dans le reportage, c'est à quel point
Là, les gens, ils sont scotchés aux médias, ils n'arrêtent pas d'en parler. Certains s'improvisent experts en géopolitique. Vraiment, là, le. Et il y a quand même un soutien fort au peuple palestinien. Ouais, alors c'est assez intéressant parce que j'ai un pote qui l'a bien résumé, un pote journaliste qui m'a dit: «Il y a un soutien fort à la cause palestinienne, mais pas forcément aux Palestiniens Mais du Liban». Parce Ah que oui, d'accord. les Palestiniens du Liban, sont quand même vraiment à la marge, ils ont moins de droits que les Libanais. Ils ont jamais vraiment été intégrés parce que justement, c'est ce qu'on disait avant sur, le système confessionnel en fait, qu'il y a une répartition stricte en politique. Et à un moment donné, ils ont dit, bah, si on donne la nationalité libanaise aux Palestiniens, ça va faire plus de sunnites. Donc ça va briser un petit peu l'équilibre confessionnel qu'ils ont trouvé au sortir de la guerre civile. Donc ça a été un des prétextes pour pas leur donner la nationalité. Donc ils sont apatrides en fait, ils n'ont pas de nationalité, ils ont moins de droits, ils vivent dans ce qu'on appelle des camps de réfugiés, mais bon en fait c'est des quartiers très pauvres hein, qui sont bâtis en dur, à la marge. Et, c'est difficile pour eux. Et il y a en plus maintenant, depuis le début de la guerre en Syrie, les réfugiés syriens. Donc c'est Hmm. encore une autre couche de complexité. Mais par contre, oui, globalement, là au Liban, une grande, grande partie de la population soutient la cause palestinienne, soutient Gaza. Et même des gens qui avant étaient plus hésitants à le faire, quoi. Là, il y a un Oui. moment où Ce que tu dis, l'horreur c'est est que totale. même des gens pas très politisés arborent un drapeau palestinien chez eux. Ouais, alors pas forcément sous la forme d'un drapeau, Oui. mais c'est vrai qu'il y a plus de drapeaux. On voit des drapeaux un peu partout, ou des kéfiers, ou des choses comme ça. Mais même juste dans la manière dont ils le disent, dont ils soutiennent. Et ça, c'est quelque chose d'assez. Ouais, même chez des gens qui avant ne soutenaient pas la cause. Face à l'ampleur voilà, à l'ampleur enfin, rien que le nombre de personnes tuées à Gaza, je pense que voilà, c'est ça aussi qui. Puis bon, c'est tout l'historique avec Israël aussi. C'est ça. Là, oui, il y a plusieurs citations dans tes articles qui. Alors, c'est toujours difficile de le dire ainsi, mais qui. En fait, il y a une haine envers Israël. Et Mm. bon, quand ils en parlent, quelque part, on peut la comprendre. Attention, hein, je Mm. précise, hein, comprendre n'est pas excuser. Mais ouais, là, ils arrivent vraiment à s'identifier là à ce peuple gazaouite. Je sais pas comment on dit ça comme ça. Ouais, parce que c'est le Liban et Israël, c'est des décennies de guerre. Hein. C'est deux pays qui sont en guerre. C'est pas. Voilà. Donc Israël a occupé le sud Liban aussi pendant de 1900, j'ai plus les années, mais pendant Hmm. 22 ans, donc jusqu'au début des années 2000. Donc voilà, c'est forcément, oui, ça s'explique. Hmm. Et alors, par rapport à ça, il y a aussi, semble-t-il, un changement d'attitude dans le temps envers les Occidentaux qui pouvaient être vus à l'époque comme des populations enfin des États qui pouvaient régler la situation. Et là, au Mm. contraire, on note que dans le camp de ces pro-palestiniens, on va dire, il y a aussi une grande défiance vis-à-vis des pays occidentaux. Ouais, ouais, moi c'est la première fois où on me l'a dit. Alors après, je l'ai pas ressenti, Ouais. mais c'est la première fois où on m'a dit attention, t'es française, Ah fais oui, attention dans les manifs, voilà. Notamment là, j'ai couvert une manif pour Society devant l'ambassade ouais, américaine. Oui, après, si tu montres que tu es française, mais que tu comprends oui, la voilà. cause palestinienne, ça se passe bien. Il n'y a pas de. D'accord. Mais oui, oui, forcément une montée, Hmm, de la haine contre certains pays occidentaux, chez d'accord. une partie de la population. Et même, ce que je trouvais intéressant, c'est que je discutais avec un ami journaliste libanais qui me dit, moi, j'ai des amis journalistes libanais qui travaillent pour des grands médias internationaux, anglophones notamment, et qui se sentent très mal
parce que là, ils sont pas en accord avec la couverture des médias pour Mmh. lesquels ils travaillent, en fait. Donc ça touche vraiment différentes parties de la population à divers degrés, mais ouais, C'est intéressant ça ça. a Sur quels aspects ils pourraient entrer en désaccord? bah, sur la couverture alors pas forcément sur le Liban, mais sur la couverture, Oui. du conflit, Mmh. israélo-palestinien, en fait. Donc je vais pas les citer parce que je veux pas faire Oui, bien sûr, bien sûr. De name, citer les médias bashing, ouais, ouais. ouais, mais ou même ne pas respecter l'anonymat des Mmh. personnes qui disent ça, mais oui, oui, et je crois qu'il y a une association qui s'est créée, mais c'était avant, de journalistes, qui sont racisés et qui sont pas, forcément en accord avec, la manière dont leur rédaction, enfin ça c'est encore un autre thème, mais dont leur Mmh. rédaction traite certaines choses, dont le conflit israélo-palestinien. Mmh. Mais c'est sûr que là, ça ressort, quoi. Est-ce que tu as certains Libanais, qui t'ont parlé aussi, de la récente, venue du président de la République française, de ses déclarations? Est-ce que ça a eu vraiment un impact, on va dire négatif sur l'image de la France, ou c'est pas vraiment ça? C'est plus le fait que la France soit alignée, sur les États-Unis, sur Israël? Ouais, il y a de ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans les camps palestiniens au Liban, ils Mmh. connaissent le montant de l'amende, que se prenaient les manifestants, qui allaient manifester pour la Palestine. Donc Non. c'est voilà l'image qu'on a dans les camps palestiniens, Ah c'est si, bah, ouais! Parce que ça a été repris par des médias, je suppose locaux, qui ont relayé ouais, ouais, ça, voilà ce qui se passe en France, c'est un truc sur de tous les 5 fou. euros, machin, donc voilà l'image qu'on a, du Liban, hein. Ah Après c'est ouais. pas oui, oui, les discours de Macron ont pas plu, Ouais. enfin c'est tout un ensemble, hein. Puis bon, après c'est pas spécifiquement la France, hein, il y a aussi les États-Unis, il y a l'Allemagne, bon Ouais, bah, après la l'Allemagne, France, ouais. il y a eu des manifs devant l'ambassade française. Mmh. Après elles sont pas non plus massives, hein, mais ouais, mais moi ça m'a ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, quand Ah tu dis: ouais! «Alors, Ah oui, pourquoi c'est tu retires la vente?» Tu fais: «Ah ça, ouais, c'est pas d'accord». dans l'article ça, mais intéressant, franchement. Ouais. Ouais. Non, parce que c'était encore un parallèle, enfin on ouvre plein de portes, en fait, donc il y a un moment, faut Oui. faire des choix sur ce qu'on raconte, mais ça m'a marqué en tout cas. Et bah, justement, voilà, tu es au Liban pendant 2 semaines, tu sais que tu as ces reportages-là à faire. Comment tu t'organises pour avoir un peu cette vision, 360? Dans l'article, on a l'impression que tu es au courant de tout, que tu as été partout, mais toi, tu as été où? Tu as ciblé comment? Tu as retenu quoi? À partir de quel moment tu t'es dit: «C'est bon, j'ai ce qu'il faut»? Pour l'article, là, tu parles de l'article Society, j'imagine, qui est plus Oui, 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 ou général? Society, bah, c'est vrai que l'article avis, du coup, l'angle, il est plus circonscrit, hein. Je l'avais pas compris comme ça d'ailleurs, mais oui, tu t'es vraiment, cantonné à un quartier. Pour Society, du coup, ouais. Bah, en fait, c'est un choix qu'on a fait aussi avec la photographe, Aimée, qui travaille avec moi, où effectivement on s'est dit: «Bah tiens, où est-ce qu'on va? Enfin, qu'est-ce qu'on raconte?» L'angle avait été défini, hein, c'était l'angle de l'attente, parce que c'était quelque chose, qui était quand même assez particulier à ce moment-là. Mais la question, c'était où? Ça nous paraissait évident d'aller dans les camps palestiniens et Ouais. notamment à Shatila, parce qu'à Shatila, en fait, ils ont, le poids du traumatisme Mmh. d'un massacre de Sabra et Shatila de 1982. Donc c'était important pour nous d'aller voir ce qu'ils pensaient de la situation à Gaza. Donc c'était un Hem, massacre perpétré par, alors je me rappelle plus, des Israéliens aussi? ouais, c'est, par des milices Des chrétiennes pendant milices la guerre civile au chrétiennes, sous Liban, les yeux de l'armée ou israélienne. sous l'armée israélienne, ouais, avec la complicité de l'armée israélienne. Voilà, c'est ça. Et mmh et donc là, bon, sur les chiffres, c'est entre des centaines et des milliers de morts, il y a pas de chiffre officiel parce qu'ils ont pas laissé les journalistes sont rentrés après. Ils ont pas, voilà, ça fait penser un peu à Gaza dans une certaine mesure, même si c'était plus Mmh. resserré dans le temps, sur le fait que, ouais, même les journalistes ont eu accès, après, donc ils ont pas forcément pu quantifier le nombre de morts qu'il y a eu. Et donc ça, c'était important. C'était important pour nous d'aller au sud, mais on a aussi fait le choix de pas aller tout au sud parce que la veille de notre arrivée, il y a un journaliste libanais, dont je parle dans l'article, qui a été tué, et d'après RSF, c'était, qui a été tué à la frontière libano-israélienne par Israël,
Et d'après RSF, c'était fait, enfin, ils savaient que c'était un journaliste, quoi. Ils pouvaient pas ne pas savoir que c'était un journaliste. Donc, on n'avait pas forcément envie de prendre ce risque non plus. C'était pas obligatoire Mhm. d'aller près du front, mais de voir des gens qui étaient vraiment aux portes. Aux portes, c'était ça qui nous Hmm. intéressait. Et le reste, ça s'est fait un petit peu par exemple, les funérailles. Enfin, je vais à un moment à une cérémonie d'hommage à Issam Abdallah, le journaliste qui a été tué. Bah, ça, c'est parce que forcément, j'ai des amis qui le connaissent. Donc, j'ai su qu'il y avait ça, donc on y est allé. L'ambassade américaine, c'est pareil, ça s'est prévu du Hmm. jour au lendemain. Donc, il y a à la fois un moment où on se dit, bah, qu'est-ce qui nous intéresse en termes de lieu, et puis après l'actu qui nourrit Hmm. aussi le reste du papier. Et sur le moment où je me suis arrêtée, bah, c'est le moment où il fallait que j'écrive le papier parce que j'avais une deadline. Donc ton temps sur le terrain en nombre de jours, c'est... Pour Society, c'est 4 jours. Ouais, Ouais, 4 jours bien, bien resserrés, enfin bien, bien intense, ouais. Et bien resserré. intenses. Ensuite, 2 jours d'écriture, et après, je suis repartie à Tyr un jour pour la vie. D'accord. Ouais, ouais, c'est quand même un gros programme. Euh, alors, comment tu as vécu finalement tout ça émotionnellement aussi? Ouais, ça a été compliqué. Après, c'est toujours difficile de se plaindre de sa situation, encore une fois, quand on a le passeport français, les Hmm. finances pour acheter un billet d'avion en dernière minute s'il faut. Enfin, donc, mais ce qui était dur pour moi, le plus dur émotionnellement pour moi, ça a été de partir et de laisser derrière moi mes amis, soit qui avaient fait le choix de rester, parce que quand je suis partie, c'était à nouveau très tendu. C'était au tout début, je suis rentrée en France au tout début de l'offensive terrestre sur Gaza, en fait. Donc c'était pareil, il y avait toujours ce questionnement de est-ce que le pays va vraiment, le Liban va vraiment Hmm. sombrer dans une guerre totale. Et le plus dur, ça a été de dire au revoir à mes amis qui n'ont pas de passeport et de les laisser là et de me dire, mais c'est voilà. Et le chauffeur de taxi qui m'a redéposé à l'aéroport quand je suis allée prendre mon avion, qui me dit quand tu reviens, le Liban n'existera peut-être plus. Enfin bon. Ah, c'est horrible. Donc on était sur un Hmm. voilà. Quitter Beyrouth, ça a été difficile. Sur place, c'était stressant parce que le climat était anxiogène Hmm. et, euh, et que beaucoup de mes potes étaient dans un truc hyper anxiogène. Donc forcément, il y avait des trucs où il y avait un orage au milieu de la nuit. Je me réveillais en disant il y a un bombardement. Enfin, il Ouais. y a un moment, Ouais, c'est dur de ça- déconnecter hein, quand tu travailles dans ces conditions-là. C'est un point dedans, c'était, quoi. voilà, il y avait beaucoup de stress et d'anxiété et un climat hyper anxiogène sur place au moment où j'y étais. Mais c'est le plus dur, ouais, c'était de partir en me disant, Hmm. voilà. Après, là, ça s'est un peu calmé. Ouais, Bon, il y a toujours la guerre au sud, hein, mais il y a eu un discours d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, vendredi d'accord. dernier. Et ça a un peu calmé les choses, je pense. Et voilà, D'accord, ça ok. n'empêche pas. Bah justement, moi c'était ma dernière question, c'est ton sentiment pour la suite? Tu penses que... C'est mon sentiment. Si personne ne peut savoir, c'est impossible. Il y a plein de choses qui sont très surprenantes dans ce conflit, inattendues, et personne ne peut savoir. Et une des preuves que personne ne peut savoir, c'est que les ambassades au Liban, françaises, allemandes, etc., américaines, il y a une partie qui a demandé à ses ressortissants d'évacuer, une autre partie qui n'a pas demandé. L'ambassade de France qui a dit faites des stocks d'eau et C'est tenez-vous éloignés l'impro, des quoi. fenêtres, c'est un bombardement. En fait, même au niveau des ambassades, ils n'ont aucune idée. Donc, ils essayent de prendre des précautions, certains des demi-mesures, d'autres des pleines mesures. Mais et voilà, et même je connais beaucoup de journalistes qui travaillent à l'Orient le jour, qui est un quotidien libanais qui a d'excellente qualité sur la Hmm. couverture de ce conflit. Ils savent pas, ils me disent tout et son contraire, quoi. Donc, je pense que, ouais, on sait pas. Après, là, moi, j'ai tendance à dire que plus le temps passe, moins il y a de chances, espérons que ça sombre dans une guerre totale. J'ai envie de croire en ça, mais je pense que là, à ce stade, personne ne sait vraiment, quoi. Bon, bah sur ce, c'est sur cette note d'incertitude
qu'on va mettre un terme à cette discussion passionnante. Vraiment, merci pour ton temps, les deux sujets, mais surtout ton expérience là au Liban, c'est vraiment très enrichissant à titre personnel et j'espère pour les gens qui nous regardent. Donc, il y aura un replay hein, sur YouTube, bien sûr. Et Anaïs, moi je te souhaite de bien d'aller en forêt, pourquoi pas. Et c'est ce que je fais demain, en fait. C'est pas une blague. Voilà, tout se recoupe, 3 tout se jours en reboucle. forêt. Oui, tout se reboucle et je regarderai pas les news pendant 2 jours. T'as raison. Bon, bah écoute, t'es la bienvenue sur ce stream. À bientôt, j'espère. Et puis Merci. bonne soirée.